seconde invitée, Amandine Évrard. Bonjour ou bonsoir, chercheuse qualifiée FNRS en sciences biomédicales à l'UC Louvain. Alors, au départ, vous avez fait des études de pharmacie, mais le corps humain, le miracle du fonctionnement de ce corps, vous a, je pense, fasciné depuis l'enfance. Oui, effectivement, depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par le fonctionnement complexe du corps humain et pouvoir comprendre chaque processus est pour moi vraiment passionnant. Chaque processus a une raison d'être et est important pour le fonctionnement global du corps humain. Et donc c'est vraiment pour moi une passion depuis l'enfance. Alors, votre recherche, en 2 mots, c'est les interactions, on pourrait dire même le dialogue entre les bactéries intestinales, ce qu'on appelle le microbiote, et le cerveau, alors qu'on a 100 000 milliards de bactéries. Donc le dialogue, pas évident de le comprendre. Tout à fait, effectivement, c'est un dialogue qui est très très complexe. Effectivement, on a des milliards de bactéries. Et c'est récent comme recherche. Tout à fait. On a des milliards de bactéries dans notre microbiote intestinal, qui est également constitué d'autres micro-organismes que des bactéries. Il y a des virus également, par exemple. Et c'est un écosystème qui est très très complexe et qui est capable, via des messagers, via des médiateurs, d'envoyer des informations au cerveau. Alors, prenons un exemple. Alors, tout le monde va comprendre. On a mangé, on n'a plus faim, et pourtant, on va encore manger un bout de chocolat, voire une barre ou 2 barres de chocolat. C'est finalement la faute des bactéries qui nous poussent à un système de récompense. Alors, au sein de l'équipe, effectivement, on essaye de comprendre comment ces bactéries que l'on retrouve dans notre microbiote intestinal sont capables de dialoguer avec le cerveau et d'influencer le système de la récompense et donc la sensation de plaisir que l'on a quand on mange certains aliments, typiquement le petit bout de chocolat à la fin d'un repas. Oui. Mais au fond, comment les bactéries influencent notre comportement ? Effectivement, en fait, les bactéries dialoguent avec le cerveau et sont capables d'influencer nos comportements, par exemple les comportements alimentaires, et entre autres nos sensations de faim et de satiété, ce qui va expliquer qu'on va manger un repas quand on a besoin d'énergie et arrêter le repas quand on a suffisamment d'énergie. Et vraiment, l'originalité de notre thématique de recherche, qui est une thématique très, très innovante, c'est de comprendre comment le microbiote intestinal peut aussi influencer le plaisir alimentaire, ce qui va expliquer qu'on va manger un bout de chocolat à la fin d'un repas, même quand on n'a plus faim. Oui, parce que quand on perd du poids, le cerveau ne va pas enregistrer finalement la chose. Alors c'est vrai qu'il y a des données assez récentes qui démontrent que des patients qui souffrent d'obésité, même quand ils perdent du poids, 10% de leur poids corporel, finalement le système de la récompense reste altéré. Et donc ça pourrait expliquer que chez certains patients, ce soit très compliqué de maintenir un régime sur du long terme, par exemple. Alors, tout au début de votre recherche, une bactérie particulière vous avait intéressé, l'Akkermansia mucinifila. Pourquoi, au fond ? En fait, la thématique globale de ma recherche a démarré quand j'ai travaillé au laboratoire, notamment avec le professeur Patrice Cani, où on a pu identifier que le microbiote intestinal pouvait avoir des effets sur le métabolisme, et notamment le métabolisme du glucose, donc la régulation de la sensibilité à l'insuline. Diabète 2 comme maladie. Entre autres, dans le cas du diabète de type 2. Et dans ce cadre-là, on a pu identifier une bactérie qui avait des effets bénéfiques, notamment sur la régulation de la sensibilité à l'insuline. Alors, concrètement, vous dites, je vais essayer de trouver une bactérie pour comprendre le fameux dialogue intestin-cerveau. Concrètement, comment faites-vous ? C'est une bonne question. Et en fait, c'est un challenge quotidien, puisque c'est un écosystème qui est très très complexe, notre microbiote intestinal. Et souvent, on établit des liens de corrélation. On voit que telle bactérie peut être augmentée ou diminuer dans une pathologie. Et la grande difficulté, c'est de passer de ce lien de corrélation à un lien de causalité. Donc une fois qu'on a identifié que certaines bactéries sont affectées dans une pathologie, après la grande difficulté, c'est de montrer que cette bactérie-là joue un rôle causal dans la pathologie. Et donc, on a recours notamment à des modèles expérimentaux au laboratoire pour investiguer ces questions-là. Alors, modèles expérimentaux, ça veut dire que vous devez créer une bactérie.
ou la reproduire, Alors, la fameuse bactérie. Effectivement, on doit parvenir à isoler cette bactérie du microbiote intestinal et à la produire pour pouvoir ensuite l'administrer et étudier les effets de cette bactérie-là en particulier. Et c'est un énorme challenge finalement parce que notre environnement intestinal est vraiment un environnement particulier qu'il n'est pas toujours facile de reproduire au laboratoire. Comment expliquez-vous que cette recherche est récente ? Qu'on a découvert seulement ça il y a, je ne sais pas moi, 20, 30 ans. Oui, c'est vrai que la thématique du microbiote intestinal est donc de plus en plus étudiée, mais finalement que depuis quelques dizaines d'années. Je pense que c'est principalement lié au développement de techniques qui nous permettent d'étudier le microbiote intestinal qui n'était pas si accessible précédemment. Oui. Parce que maintenant, les probiotiques sont à la mode. Mais est-ce que c'est vraiment sérieux ? Ou bien c'est du marketing, c'est du commerce ? Alors c'est vrai qu'avec la notion de probiotique, il y a un effet santé qui est associé au terme probiotique. Donc il faut savoir que le terme probiotique est aussi très très réglementé. Et nous on parle en général de bactéries bénéfiques. Et de manière générale, je pense qu'il faut voir ces bactéries bénéfiques un peu comme dans un contexte dans le même contexte que ce qu'on pourrait imaginer avec certaines molécules. C'est-à-dire que tous les médicaments n'auront pas les mêmes indications. Eh bien, c'est un peu la même chose avec le concept de bactéries bénéfiques. Certaines souches de bactéries auront des effets à une certaine dose et des effets qui sont parfois spécifiques à la souche. Alors, une question. Bon, moi, je suis le lambda. Mais comment est-ce qu'on duplique une bactérie intéressante ? Comment vous faites ? Eh bien, pour ça, il faut... Ça doit être difficile, quand même. C'est très challengeant au quotidien, effectivement. Donc, il faut lui fournir au laboratoire tous les substrats dont elle a besoin pour se reproduire, pour que son métabolisme soit fonctionnel. Et qu'est-ce qui est le plus difficile ? Trouver les substrats ou techniquement la reproduire ? Trouver les substrats est un très grand challenge puisqu'il faut... Chaque bactérie a aussi ses spécificités et ses besoins particuliers. Et donc, effectivement, le grand challenge, c'est de pouvoir identifier ces substrats. Oui, alors j'imagine que vos recherches, le fondamental, intéressent aussi l'industrie. Oui, effectivement. Donc, on est en dialogue aussi avec des partenaires industriels. Parce qu'il faut savoir aussi que pour nous, c'est un énorme challenge aussi de passer d'une production au laboratoire à une production à plus large échelle pour imaginer une application chez l'homme par la suite. Mais qu'est-ce qui vous motive au fond ? Parce qu'on sent que vous êtes passionné. Qu'est-ce qui vous motive ? Ce qui me motive, c'est vraiment de comprendre le processus, le dialogue qu'il y a entre le microbiote intestinal et le cerveau pour pouvoir identifier de nouvelles cibles potentiellement thérapeutiques. Et donc, dans ce contexte-là, pouvoir faire de la recherche fondamentale pour finalement mettre en place des stratégies qui seront accessibles en clinique par la suite. C'est quelque chose qui, moi, me passionne au quotidien. Et là, vous êtes aidé, on le sait peu d'ailleurs, par la région wallonne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce mécanisme ? Parce que c'est intéressant de voir, vous m'avez dit, moi je passe des nuits blanches, vous m'avez dit quand on s'est rencontrés, à trouver de l'argent pour mes chercheurs, mon équipe. Mais là, la région wallonne intervient en collaboration avec le FNRS. Oui, c'est vrai, je dis souvent que ma recherche ne serait pas la même si je n'avais pas ces financements-là, et pour plusieurs raisons. Donc effectivement, on a la chance au laboratoire d'être financé par un fonds de recherche fondamentale stratégique qui est géré par le FNRS et avec le support de la région wallonne et le soutien du Well Research Institute. Et en fait, ce Well Research Institute nous permet vraiment de valoriser nos découvertes et de nous aider à faire de ces découvertes des potentielles applications cliniques par la suite. D'autant plus que l'obésité, ce type de maladie-là, c'est une maladie aujourd'hui courante. Tout à fait. Et donc, c'est ça qui est pour moi passionnant, c'est que dans le contexte de nos travaux, effectivement, on peut cibler des pathologies telles que l'obésité, où finalement la régulation de la prise alimentaire est altérée, mais il y a également d'autres troubles du comportement alimentaire qui pourraient potentiellement être intéressants aussi à investiguer. Je pense par exemple à l'hyperphagie boulimique, pour citer un des troubles du comportement alimentaire. Toutes les idées de recherche vous viennent à quel moment de la journée, dans quel lieu ? Vous êtes en recherche 24 heures sur 24 ou de temps en temps vous dites « stop, je ne pense plus aux bactéries » ? Non, je pense que c'est un processus qui m'anime au quotidien et 24 heures sur 24. Et c'est inconsciemment, en fait, ce processus est en route en permanence. Et les moments où j'arrive à le plus identifier de nouvelles idées
imaginer de nouvelles hypothèses, c'est principalement quand je prends la distance par rapport à notre travail du quotidien. Et typiquement, j'apprécie énormément la course à pied. Et donc, pouvoir m'évader dans un environnement naturel, par exemple, et m'éloigner un petit peu de ma thématique de recherche, me permet d'avoir une vue d'ensemble de la problématique et parfois d'imaginer de nouvelles hypothèses. Donc, même en courant, vous êtes dans le microbiote, si j'ose dire. Exactement. Je pense que ça m'anime au quotidien et que dans toutes mes actions, je pense que voilà, cette réflexion est toujours présente. Alors, une question à la chercheuse, et à mon avis, tous les gens qui nous écoutent seront intéressés. Quels conseils, entre guillemets, vous n'êtes pas nutritionniste, mais quels conseils pourriez-vous donner, alors que vous êtes dans cette recherche depuis longtemps, pour que le dialogue se fasse naturellement et positivement entre les intestins et le cerveau? Ma question est peut-être un peu idiote, mais je la pose quand même. Non, je pense que c'est une question qui est tout à fait très pertinente. Et effectivement, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, mais par contre, d'après ce qu'on retrouve comme information dans la littérature scientifique, l'alimentation est un des facteurs qui influence le plus le microbiote intestinal et son fonctionnement. Et donc je pense que c'est effectivement un point qui mérite beaucoup d'attention. Et parmi les conseils, je pense qu'avoir une alimentation qui est diversifiée, riche en fibres par exemple, permet vraiment d'avoir des effets bénéfiques sur ce dialogue entre le microbiote intestinal et le cerveau. Alors, quand on est chercheuse dans ce domaine qui intéresse tout le monde, est-ce que dans votre vie, vous appliquez ces conseils? Vous avez une famille, des enfants. Pour les enfants, quand ils mangent du chocolat, la mère dit non? C'est vrai, effectivement. Ah, ça va être terrible, ça. Effectivement, je pense que je ne mange pas de la même façon que tout le monde, dans le sens que quand je mange, mon cerveau, forcément, pense à tous les mécanismes qui se mettent en place. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, quand on a conscience de tous ces mécanismes-là, on est sensibilisé. Et c'est vrai que par rapport à mes enfants, etc., j'ai la chance de pouvoir, de par mon travail de recherche, être sensibilisée à ce domaine-là. Et j'ai même envie de dire que pour moi, c'est une des perspectives à long terme de me dire que peut-être contribuer à rendre cette information accessible au grand public permettrait d'éduquer le public et de sensibiliser le public à l'importance des effets notamment de l'alimentation sur la régulation du système de la récompense. Donc la vulgarisation de la recherche, ça vous parle? Effectivement, je passe beaucoup de temps à essayer de vulgariser. De vulgariser et de valoriser en même temps. Effectivement, donc les deux vont de pair. Allez, dernière question. Quelle serait votre utopie, votre vision idéale de la recherche? Parce que vous êtes une jeune chercheuse qualifiée dans les 30 années, puisque vous allez travailler sans doute plus tard que les autres, les 30 années qui viennent. Alors l'utopie, pour moi, serait de pouvoir arriver un jour à avoir un outil qui ciblerait le microbiote intestinal, ça peut être une bactérie en particulier, par exemple, qui permettrait d'être un outil, une stratégie supplémentaire pour aider les patients qui souffrent d'altération du comportement alimentaire, de troubles du comportement alimentaire, par exemple, en plus de ce qui est actuellement disponible comme arsenal thérapeutique. Et vous y croyez? Vous y arriverez? Les données au laboratoire suggèrent que cette hypothèse tient la route, et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de laboratoires au niveau européen, mais également au niveau mondial, qui investiguent cette question, et donc je suis assez optimiste. Ouais. Merci Amandine Évrard d'avoir été notre invitée. Vous pourrez bien entendu retrouver toutes ces entrevues dans des rediffusions sur LN24, mais aussi sur les sites de la Libre, l'Avenir et la DH. On se retrouve la semaine prochaine avec Valérie André, directrice de recherche FNRS en histoire de la littérature à l'ULB, la rousseur infamante depuis la nuit des temps, et Benoît Delay, chercheur qualifié FNRS en ingénierie médicale à l'UC Louvain, qui œuvre à une main bionique qui serait l'équivalent d'une vraie main. À la semaine prochaine.